Voilà, bonsoir. Alors, donc c'était un peu l'introduction de notre du débat de ce soir, pas seulement parce que Antoine, vous l'avez reconnu, était un chanteur corse, mais aussi parce que je dirais que c'est une des références majeures des deux livres qui sont présentés. Antoine est effectivement, c'est les élucubrations, c'est 1966. Et donc voilà, c'était une façon d'ouvrir euh, en chanson ce débat, parce que la chanson occupe dans les deux livres aussi une place qui n'est pas indifférente. Euh, donc juste un petit retour Ray de lumière, le thème donc de cette nouvelle édition de Racines de ciel, euh, comme l'a rappelé tout à l'heure euh, Michel Leca, qui est autant la fait que la directrice de ces rencontres littéraires, c'est une lumière qui ne se voit que de nuit ou par temps sombre. Et même si un accord de paix a été signé il y a avant-hier encore, un accord de paix auquel peu de gens semblent encore croire, à commencer par ses signataires, je pense qu'on peut dire que nous sommes aujourd'hui dans une période qui est plutôt assombrie et que nous avançons, on ne sait trop vers quoi à tâtons. Donc c'est le bon moment pour se pencher vers ces raies de lumière qui nous disent que tout n'est peut-être pas perdu, qu'il y a peut-être une lumière, qu'il semble qu'il y a une lumière de l'autre côté de telle ou telle porte. Et la première de ces portes sous laquelle filtre une lumière, celle que nous allons ouvrir avec cette première rencontre, c'est paradoxalement celle du passé. Il y a une lumière qui vient du passé. Nos invités nous diront s'il s'agit seulement d'un regret ou d'un désir de retour, ou s'il existe dans le regard que nous portons vers le passé des raisons d'espérer, et en quoi cette exploration éclaire notre présent. C'est donc une invitation à un voyage que nous convient les deux livres et les deux auteurs que nous recevons. Un voyage vers une période très déterminée dans un des deux cas, donc l'année 1966, qualifiée donc de mirifique. Je ne sais pas si on pourra dire exactement la même chose de 2026 plus tard. Et dans l'autre cas, sur une période plus longue, sur un temps plus long, qui va des années 50 à quasiment aujourd'hui. Mais les deux livres se croisent et se croisent assez fortement autour des années 60. Alors, je vous présente nos deux invités, Antoine Compagnon. Antoine Compagnon est sur une frontière qu'il analyse longuement d'ailleurs dans son livre entre la critique littéraire et l'écrivain. Il a glissé insensiblement de l'un à l'autre. Preuve en est qu'après avoir été longtemps professeur de littérature, notamment à Columbia University et surtout au Collège de France, il a été élu il y a 5-6 ans à l'Académie française. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a d'abord été un scientifique, qu'il a fait comme on dit polytechnique, qu'il a été ingénieur des ponts et chaussées, avant de préférer construire des ponts plutôt en littérature, entre les anciens et les modernes, entre l'histoire et la vie littéraire. Il est l'auteur aussi de nombreux essais, comme La seconde main, par exemple, le premier, une réflexion sur l'usage de la citation que j'avais lu et annoté lorsque j'étais moi-même étudiant. Ou alors, il y a aussi Le démon de la théorie, qui a été aussi un livre important pour beaucoup d'étudiants qui travaillaient sur la French Theory. Et plus récemment encore, Déshonorer le contrat, un essai sur Barthes qui a joué dans sa formation un rôle important, sur Barthes et la commande, et de nombreuses études sur
Proust, sur Montaigne, Colette, Baudelaire. Mais Antoine Compagnon est aussi l'auteur de récits, dont l'un très proche d'une autobiographie très beau, intitulé La classe de Rétaux. D'une certaine façon, on peut dire que dans 1966, année mirifique, il rassemble énormément d'éléments de son parcours intellectuel, mais pas seulement intellectuel, puisqu'on y apprend par exemple qu'il était aussi un fan de Gainsbourg Percussion, peut-être plus encore que de Chantal Thomas ou d'Antoine, dont il cite tout de même les vers immortels de la chanson que nous venons d'entendre. Alors Jean-François Sirinelli, Chantal Goya et Antoine occupent une place peut-être plus importante encore dans l'essai de notre autre invité de marque pour cette ouverture du Festival de Racines de Ciel. Jean-François Sirinelli est l'un de nos grands historiens français d'aujourd'hui, et vous le connaissez bien en Corse. C'est une terre qui lui est chère, et c'est là, sur le parvis du musée, que j'ai eu la chance de l'écouter pour la première fois. Jean-François Sirinelli est un spécialiste de l'histoire politique et culturelle en France au XXe siècle et au XXIe, on peut le dire déjà. Il occupe des fonctions importantes au sein de multiples institutions, comme le comité d'histoire du ministère de la Culture. Il a été directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, où il a longtemps enseigné. Il est rédacteur en chef de la revue historique. Il est l'auteur d'un nombre impressionnant de publications. Notamment, il a dirigé l'histoire des droites en France. Ses travaux portent sur l'histoire culturelle, l'histoire des intellectuels, l'histoire du temps présent. Il a publié ces dernières années un livre dont le titre est frappant et un peu inquiétant. Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble. Le livre qui va être, avec celui d'Antoine Compagnon, au centre de nos échanges, s'intitule, lui, Le temps qui passe, la France qui change, et il porte en sous-titre Écho du monde d'avant. Alors, peut-être, je vais commencer par vous. La première question que je voudrais vous poser, ça sera à tous les deux, en liaison avec ce sous-titre sur le monde d'avant. Est-ce que, avec ce sous-titre, votre livre porte sur le rôle de la nostalgie? Est-ce que vous vous penchez sur le monde d'avant parce que le monde d'aujourd'hui vous paraît plus incertain, moins heureux? Est-ce que l'avenir est derrière nous? Et est-ce que le monde d'avant, pour vous, était mieux? Vaste question, vaste problème, aurait dit le général de Gaulle, et j'ai scrupule à y répondre en quelques phrases. D'abord, merci de votre accueil et de votre présentation si chaleureuse. Alors, je reviens à votre question pour ne pas sembler l'éluder, et d'ailleurs, je vais partir de ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, donc, c'est Antoine. Je signale au passage, et c'est intéressant, qu'Antoine est corse, Antoine Mourachol, que les gens qui jouent derrière l'orchestre s'appellent à l'époque les Problèmes, mais vont devenir les Charlots, c'est-à-dire ce groupe qui ensuite a fait toute une série de films. Si je signale ça, c'est que parallèlement à ce feu d'artifice intellectuel qu'est le livre d'Antoine Compagnon, où nous voyons défiler Sartre, Foucault, toute une série de grands intellectuels qui ont fait honneur à la culture française, à la même époque exactement, il y a le développement d'une culture de masse. Le livre dont nous allons parler, c'est 1966. Ce que nous avons vu là, c'est également 1966. C'est le grand succès, ce que vous avez appelé des vers immortels. Moi, il m'intéresse beaucoup ces vers et j'y consacre
un chapitre dans mon livre parce que on y voit une France en pleine mutation. Je suis en train de m'acheminer vers ma réponse ou le début de ma réponse. La France d'avant. Pourquoi la France d'avant? Pour le moment, enlevant la nostalgie, même si j'y reviendrai, parce que votre question, elle est essentielle. Mais de toute façon, France d'avant, il y a. France d'avant, il y a, puisque il y a eu, nous avons connu, justement, enclenché dans les années 60, nous avons connu une mutation. Pour définir à gros traits, et on y reviendra, si on avait à définir cette France des années 60, dans plusieurs livres, j'ai proposé de l'appeler la France des 4 P majuscules. Pourquoi la France des 4 P majuscules? Parce que nous parlons d'une France à distance à peine 60 ans, à peine plus d'un demi-siècle, mais où les 4 P qui définissaient la ligne d'horizon étaient d'une part la paix, ça nous semble évident, mais à l'époque c'est tout neuf, puisque jusqu'en 1962, il y a les guerres coloniales, et notamment la guerre d'Algérie se termine à l'été 62. Il y a aussi la guerre froide, avec s'enclenchant à ce moment-là ce qu'on a appelé la coexistence pacifique. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette paix, elle succède à 9 décennies où la guerre était toujours à l'horizon, et notamment pour les classes successives de jeunes gens qui devaient s'apprêter éventuellement à mourir pour la patrie. Tout change à cet égard, en tout cas sur le moment, dans les années 60. Paix de la paix, paix de la prospérité. Je vous parle d'un temps où le taux de croissance est de 5% l'an les mauvaises années, et en général entre 5 et 6% l'an. Ce qui entraîne cette prospérité, le plein emploi. Il n'y a pas, à l'époque, il y a 400 000 chômeurs. 400 000 chômeurs, c'est ce que les économistes appellent le plein emploi, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de carences physiques ou autres qui interdisent à certains de nos compatriotes d'accéder au marché de l'emploi. Et donc 400 000, pour les économistes, c'est le plein emploi. Et enfin, et j'en arrive à votre question, le 4e P, outre la paix, la prospérité, le plein emploi, c'est la foi dans le progrès. Il y a l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas simplement un sentiment largement éprouvé à l'époque, c'est aussi une réalité. Quand on regarde les indicateurs de toute nature, il y a effectivement un lendemain qui chante par rapport au passé. Et donc j'en reviens à votre question et je termine, j'ai déjà été trop long. Ce progrès en ligne d'horizon, c'est dans le fond l'avenir. Et dans le fond, je me demande, et vous allez voir que je joue sur les mots, mais si le grand problème aujourd'hui, avant tout, mais il y en a d'autres, je les évoquerai, ça ne serait pas la nostalgie, non pas du passé, mais de l'avenir, d'une société où l'avenir était devant soi. En tout cas, c'est ainsi, et sans que ça soit une boutade ni un jeu de mots, mais l'expression d'une pensée sinon profonde, en tout cas qui est une forme de réponse, c'est comme ça que je clôt, si vous le voulez bien, le premier élément de notre conversation. Merci. Et vous-même, Antoine Compagnon, est-ce que dans le fait de nommer l'année 1966 année mirifique, est-ce qu'il y a un désir est-ce qu'il y a un regret, est-ce qu'il y a une nostalgie de cette période? Non, aucune. Je crois que ça n'a jamais été très bien. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que ça a été mieux à aucun moment. Chaque époque a ses problèmes. Et ça ne marche pas. Vous ne m'entendiez pas? Bon, je disais que ça n'avait jamais été très bien. Et donc, je ne pense pas que c'était beaucoup mieux. Le mot mirifique est un mot ironique par rapport à cette année. Je ne dis pas année admirable, je ne dis pas année miraculeuse, mirifique, ça rime avec 69, qui est bien connu pour un adjectif qui se termine en -ic également. Donc il y a un peu d'ironie.
66, c'est une année à laquelle on ne pense pas. Ce n'est pas une année extraordinaire. C'est une année banale. Beaucoup de gens pensent qu'elle est insignifiante. Et pourtant, quand on y regarde de près, c'est une année qui, comment dire, c'est une année au cours de laquelle de nombreuses inflexions et crises de longue durée se produisent. On vient d'évoquer la fin de la guerre d'Algérie, 1962, comme le moment où la France sort au moins de 6 décennies de guerre. Fait depuis 5 décennies, depuis 1914, toute l'entre-deux-guerres est encore dans l'économie de guerre, et de 62 à 64, le pays a été largement occupé par le problème des rapatriés d'Algérie. Donc c'est seulement à partir de 64 que les Français se rendent compte de cette prospérité nouvelle. C'est à partir de ce moment-là où on entre dans ce qu'on a appelé la société de consommation, la société des loisirs. C'est le moment où les Français, les Françaises se rendent compte qu'ils sont plus riches qu'ils ne l'ont été depuis très longtemps, et ça produit un certain nombre de changements de comportement qui sont majeurs. L'année 1966, c'est celle où deux courbes capitales s'infléchissent, la courbe de la natalité et la courbe de la productivité. Ça veut dire que les Français et les Françaises commencent à faire moins d'enfants. Le baby boom se ralentit à partir de 1966. C'est très intéressant parce que 66, c'est l'année, vous vous souvenez d'Antoine, mettez la pilule en vente dans les monoprix. C'est l'année du mot contraception. Le mot contraception est sur toutes les bouches, sur toutes les langues en 1966. Le candidat à l'élection présidentielle de décembre 1965, François Mitterrand, prononce le mot de contraception à la télévision dans ses émissions de campagne électorale. Et le général de Gaulle, qui est l'un des autres candidats, est profondément scandalisé par l'emploi de ce mot à une grande écoute et dit « on ne va tout de même pas faire ces élections sur la bagatelle ». Il a aussi dit « la pilule, jamais ». Alors, la pilule, il n'en est pas encore question. La loi Neuwirth est déposée en mai 1966. Mais l'idée de contraception, elle est déjà anticipée. La pilule est déjà anticipée dans le comportement des Français et des Françaises. Comme le baby boom avait commencé avant la libération, la pilule a, au fond, simplement rendu plus facile un comportement qui était déjà de régulation des naissances qui s'introduisait. Mais n'oublions pas, pour ça que je dis est-ce que c'était mieux avant. En 1966, un tiers des naissances n'étaient pas désirées en France. Donc, ne disons pas que c'était mieux à ce moment-là. Vous voyez, c'est donc un moment où la courbe de natalité s'infléchit, la courbe de productivité s'infléchit. Ça veut dire que les Français se sont mis en 1965-66 à moins travailler et à prendre plus de vacances. On parle beaucoup à cette époque-là de ce qu'on appelle le Club Med qui explose. Il y a donc une consommation qui est une consommation de vacances, mais qui aussi, et ce qui m'intéressait dans ce livre, une consommation culturelle, consommation de culture. D'où un très très grand moment pour le cinéma français, avec une série de très très grands films à cette époque, notamment des films de Godard, mais Bresson, mais Rivette, mais bien d'autres. D'où un certain nombre de publications qui naissent en 1966, la Quinzaine littéraire, le magazine littéraire, d'où le Monde des livres, d'où l'explosion étudiante. Le boom étudiant est à son sommet.
le nombre des étudiants en France augmente de 14% à chaque rentrée. Pourquoi fait-on des études? On n'en a pas besoin de faire des études à ce moment-là. On vous a dit, on est en plein emploi. Il n'y a pas de chômage. Tout le monde trouve du travail. On en est, n'oublions pas, à 12 à 15% de bacheliers par classe d'âge. Aujourd'hui, on en est à 90%. Est-ce mieux, est-ce moins bien? On peut dire que 12% d'une classe d'âge, c'était pas mieux avant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de faire des études pour mener une bonne vie dans une situation de plein emploi. N'oublions pas que en 1966, la plupart des gens qui se font appeler ingénieurs, moi j'ai été ingénieur, la plupart des gens qui se font appeler ingénieurs n'ont pas de diplôme, ont été formés dans les usines. Et les grandes écoles commencent à se battre pour qu'on ne puisse pas s'appeler ingénieur si on n'a pas un diplôme d'une école d'ingénieur. Vous voyez, on en est là encore en 66. 12 à 15% de bacheliers, pas besoin de faire des études pour mener une bonne vie, et pourtant il y a une demande de 14% de plus chaque année qui vont sur le banc des universités. Donc il y a une demande, et ça veut dire que il y a une demande de reconnaissance sociale, culturelle à travers les études. Il y a des conditions démographiques qui font de cette année une année importante. Et les études, ne l'oublions pas, ce sont les jeunes filles. Dès 1966, le pourcentage des jeunes filles est quasi à 50%, avec un déséquilibre entre les lettres et les sciences. Mais enfin, on en est déjà à ce... Alors c'est aussi un grand moment pour les femmes, l'année 1966. N'oublions pas que jusqu'en février 1966, les femmes ne pouvaient pas signer un contrat de travail sans la signature de leur mari. Ni ouvrir un compte en banque. Si, ouvrir un compte en banque depuis Vichy. Vichy avait introduit la possibilité pour les femmes d'ouvrir un compte en banque parce que les hommes étaient prisonniers et il fallait bien qu'elles puissent entretenir la famille. Mais elles ne pouvaient pas acheter et vendre des actions. Et lorsque le mari revenait du camp de prisonniers, il pouvait fermer le compte de sa femme. Donc, les femmes ont vraiment une liberté financière, mais n'oublions pas, l'homme reste chef de famille. C'est seulement sous Giscard que l'autorité parentale sera introduite et cet équilibre entre les hommes. Donc c'est encore une société qui pour nous est archaïque, celle de 1966. 1966, c'est l'année qui est importante pour la culture de masse. C'est l'année où 50% des foyers ont la télévision. Et c'est très important parce que ça veut dire que tout le monde voit la télévision. En particulier pour la campagne présidentielle de novembre 1965, à la suite de laquelle le général de Gaulle est réélu, ça veut dire que c'est la première fois que la campagne se fait à la télévision, et les plus vieux se souviennent que le général de Gaulle avait refusé de faire campagne à la télévision, pensant que c'était dégradant. Et puis entre les deux tours, il a été interrogé par Michel Droit, véritable émission de propagande pour se rattraper. Donc il y a des tas d'inflexions qui sont cruciales à ce moment-là. Je dirais des inflexions démographiques, des inflexions sociales qui touchent beaucoup les femmes. C'est une année très importante du point de vue d'une révolution. Est-ce que c'était mieux avant ou non? De la fin des paysans. C'est une année marquante sur ce plan-là également. Donc, voilà, ne disons pas que c'était mieux, c'était un autre monde. Nous sommes entrés dans un autre monde, il n'y a pas de raison d'avoir de nostalgie pour ce monde-là, mais il y a eu quelques révolutions quasi anthropologiques depuis. Nous avons basculé dans le monde numérique, on ne parlait pas d'ordinateur à ce moment-là, beaucoup de choses ont changé, ce n'était pas mieux, mais puisqu'il s'agit de lumière, c'était une époque où il y avait une certaine luminosité qui
que nous éprouvions, puisque nous étions adolescents dans cette époque. Et c'est vrai que, comme je disais, moi, je n'avais jamais entendu parler du mot chômage. On entendait parler du mot plein emploi. Aucun d'entre nous n'avait jamais pensé à sa retraite. Le mot n'entrait pas dans les esprits des jeunes. Et maintenant, quand on en parle avec les gens qui ont l'âge qu'on avait en 66, ils se demandent qui payera leur retraite. Nous ne posions pas cette question en 1966. Alors, il n'y avait plus de guerre. Et il y avait la guerre du Vietnam qui commençait. La guerre était pas si loin que ça. Mais vous voyez, il faudrait peut-être rajouter aussi que 1966, ce moment-là, est socialement très calme. Oui. Il n'y a pas de grande grève. Il y aura des grèves en 67 qui annonceront 68, la fameuse grève de Rodiaceta. Mais 65, 65 est l'année du plus faible nombre de ce qu'on appelle journées de travail perdues depuis 1944 en France. Journées de travail perdues, ça veut dire les grèves. Il n'y a pas de grève en 65 parce que on attend ce que fera le général de Gaulle quand il sera réélu. Donc ce sont des années calmes. Et 66, c'est un peu la même chose. On attend de voir ce que fera le général de Gaulle de son second mandat. Malheureusement, il n'en fera pas grand-chose. C'est un peu ça la leçon, puisque dès 67, les élections sont très difficilement gagnées. 68 viendra jusque-là. Donc oui, il n'y a pas de nostalgie. On peut dire que nous vivons encore sur les mauvaises décisions qui ont été prises à ce moment-là. Nous vivons encore sur une série de mauvaises décisions prises en ce moment-là. Alors, vous nous avez dit, au fond, un peu pourquoi vous aviez choisi cette année 1966. Je voudrais vous poser une question sur la façon dont vous avez travaillé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait le récit d'une année? Comment on plonge dans une période, parce que c'est une immersion. Est-ce que vous avez épluché toutes les revues, les magazines, les journaux, je sais pas, du Monde jusqu'à Salut les copains? Comment vous avez travaillé? J'ai travaillé comme travaillent les historiens, c'est-à-dire en lisant les livres, en lisant les revues, en allant à la Bibliothèque nationale, en allant à la Bibliothèque de Columbia. J'ai beaucoup utilisé l'INA. Donc, vous nous avez montré un document. J'ai écouté beaucoup les émissions de télévision. Je vous ai dit, 50% des foyers ont la télévision. C'est une grande année de la télévision. En plus, il y a une sorte de parenthèse libérale du régime gaulliste. Le général de Gaulle est réélu en décembre 65 et l'année 66 est une année de libéralisme à l'ORTF. Beaucoup de nouvelles émissions du style un peu américain, Face à Face, Dim Dam Dom, des revues qui est une revue faite par Désir Gallard pour les femmes. Tout ça, vous pouvez le consulter sur le site de l'INA. C'est comme ça qu'on se plonge dans une année. Lire les livres, je n'ai pas lu tous les livres, je n'ai pas lu tous les journaux, mais on peut tout de même aujourd'hui beaucoup lire, ne serait-ce que ce qui est déjà numérisé, et en particulier la radio, la télévision. J'ai beaucoup écouté Le Masque et la Plume de l'année 1966, que j'écoutais quand j'avais 16 ans. Je l'ai réécouté pour voir quels étaient les livres importants. C'est comme ça qu'on peut travailler, et ce qu'on dit des livres importants. Et c'est une année où il y a énormément de livres très importants. Depuis Les Choses de Pérec à l'automne, qui est un magnifique témoignage de l'année, jusqu'aux Mots et les choses de Michel Foucault en mai, dont on dit que tout le monde l'a lu sur les plages pendant l'été 66, jusqu'aux écrits de Lacan, en passant par les livres d'Althusser pour Marx et lire le Capital. C'est une année d'explosion de l'édition. Ce livre a été fait pour Pierre Nora, qui était mon éditeur chez Gallimard, qui est mort en juin dernier. C'est donc le dernier livre qu'il aura produit chez Gallimard. C'est lui qui voulait que je l'écrive.
depuis 10 ans, ce livre. C'est l'année 66. Il est entré chez Gallimard à l'automne 65 et il a donc surfé sur cette vague du développement de l'histoire et des sciences humaines. Il est arrivé en 65, il y avait ce boom démographique de l'université, ce boom démographique de la librairie. Alors voilà, quelque chose qui était mieux avant. Le tirage des livres était très supérieur en 1966 à ce qu'il est aujourd'hui. Et pensez aux best-sellers comme Montaillou, ce sont des tirages inimaginables aujourd'hui. Les gens, tous les gens lisaient beaucoup plus. Enfin, du moins, ils achetaient les livres. On ne sait jamais s'ils les lisaient. Mais peu importe s'ils les lisent. S'ils les achètent, c'est ça qui compte pour les auteurs. En tout cas, Nora est arrivée chez Gallimard au moment de ce boom de la librairie qui est très significatif de ce qu'était le moment au sens du momentum qui emportait l'époque sur un certain nombre de trajectoires. Donc, j'ai pas parlé de tout dans ce livre. J'ai essayé de parler des fils, suivre les fils qui avaient des inflexions ou des crises, puisque c'est une année où il y a pas mal de crises qui nous montrent qu'un changement est en cours. Donc, on peut dire que vers le milieu des années 60, il y a un certain nombre de changements de longue durée qui sont présents et qui mèneront à l'explosion de 1966. Suite. L'explosion de 68, elle est en partie une conséquence des réformes de l'université de 66. Quand je disais un certain nombre de décisions capitales prises à ce moment-là, elles auront des répercussions en 68 et je dirais jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous, Jean-François Sirinelli, vous qui n'avez pas travaillé sur une seule année, mais qui avez fait une sorte de panorama sur 50, un peu plus de 50 ans, comment est-ce que vous avez détaché les événements dont vous vouliez parler? Comment votre livre est fait de petits chapitres qui portent chaque fois sur un point, qui sont très agréables à lire, qui sont courts, qui portent chaque fois sur un point différent. Comment est-ce que vous avez pourquoi par exemple telle chanson de Paul Naref fait événement, ou les films de Sauté? Comment est-ce que vous avez sélectionné vos moments? Vaste question à nouveau. J'essaierai à nouveau d'être bref. C'est compliqué. Moi, je suis parti dans la première partie de ma carrière, il y a déjà longtemps. J'ai travaillé sur les intellectuels. C'était mon champ de recherche. J'ai fait ma thèse sur les cagneux et normaliens de l'entre-deux-guerres et mes premiers livres ont été consacrés aux intellectuels. Au bout d'un moment, je me suis posé la question, sans remettre en cause ma démarche, mais je me suis dit, c'est important, certes, de voir ce qu'écrivent les intellectuels. Encore faut-il s'interroger ensuite pour savoir si les idées qu'ils émettent, les débats qu'ils ont entre eux, travaillent la société, vont dans la société ou pas. Et c'est le moment où, avec quelques collègues, nous avons développé ce qu'on appelle l'histoire culturelle, parce que l'histoire culturelle, justement, c'est une façon de s'interroger sur les phénomènes de circulation et les phénomènes de réception de la culture dans une société donnée, là en l'occurrence une communauté nationale, la France. Et donc vous voyez que d'une certaine façon, sans renier naturellement la première partie de ma vie intellectuelle, je me suis intéressé et interrogé sur la culture de masse. Car au bout du compte, et je reviens à l'année 66, ce qui est important, c'est bien évidemment tout ce qu'il y a dans le livre d'Antoine Compagnon. Et il faut voir ce qu'il y a, puisque c'est en même temps la grande culture française qui rayonne dans le monde, à l'époque où la culture française rayonne dans le monde. Mais si on regarde l'année 66, le cinéma, certes, il y a Godard, mais le grand succès, l'énorme succès, c'est La Grande Vadrouille. Et moi, je consacre un chapitre à La Grande Vadrouille. Pourquoi? Alors d'abord, énorme succès, puisqu'il faudra, nous sommes en 66, le 8 décembre 66, La Grande Vadrouille sort, elle va rester pendant plusieurs mois, le film va rester en tête
au box-office, comme on dit, et il faudra attendre Titanic en 97, 31 ans plus tard, pour que les 17 millions d'entrées de La Grande Vadrouille soient dépassées. 17 millions d'entrées en France, et pas simplement sur les premières semaines, hein, en taux cumulé, pour que ce résultat soit dépassé. Or, La Grande Vadrouille, c'est passionnant. Nous sommes à peine 20 ans après la Libération. Et donc, c'est pas simplement un film comique né et dû au talent du duo Louis de Funès et donc il y a Sylvie Bourvil, il y a une vision. Mais je reviens à votre question. 66, c'est aussi, on l'a vu, Antoine. Or, Antoine, c'est fondamental. Comme Antoine Compagnon le disait, mettez la pilule en vente dans les monoprix. À l'époque, une telle phrase est passible de poursuite. La loi de 1920, il faut reconstruire démographiquement à l'époque, nous sommes après la guerre de 14, interdit tout message qui serait anticonceptionnel. Et vous avez dit les réticences de la génération du général de Gaulle à entendre le mot même de contraception. Or, tout va s'accélérer, car vous le disiez, dès 66, la loi Neuwirth est déposée, elle ne sera dépassée, votée, pardonnez-moi, que l'année suivante, 67, mais en un an, tout change. Ce qui était passible de la loi un an plus tôt devient la loi un an plus tard. Prenons un autre exemple. Un autre chanteur, lui aussi qui fait son premier succès en 66, c'est Michel Polnareff. Michel Polnareff, la chanson, c'est « L'amour avec toi ». Ce qui est intéressant, c'est que l'archevêché de Paris proteste contre le fait qu'on dise « faire l'amour » dans une chanson. Alors, il y a ensuite une légende noire disant que la chanson est interdite. Ça, c'est un bobard, c'est faux. C'est comme quand Jacques Lang dit que les années 60, c'était une chape de plomb et qu'il n'y aura, si vous voulez, l'aube qu'en 80. L'historien, il gratte, si vous voulez, ces phrases qui sont à l'emporte-pièce. Et donc, on n'a pas interdit faire l'amour avec toi, mais en même temps, ça a choqué. Et quand je dis l'archevêché, c'est plein, c'est pas pour ironiser que je le dis, c'est pour montrer que, à cette époque, prononcer une telle phrase, l'entendre à la radio, avoir le sentiment que des enfants plus jeunes l'entendent, ça peut choquer. Et donc là aussi, il y a une évolution. Nous sommes en 66, 3 ans à peine plus tard. Quels sont les deux grands succès de variété, naturellement, de l'été 69? D'une part, Que je t'aime, d'Hallyday, où il dit au détour, j'allais dire, d'une strophe, quand on a fait l'amour, bon, c'est resté célèbre, surtout qu'il le prononce d'une certaine façon. Gainsbourg, vous l'avez dit, écrit une chanson 69, année érotique, mais surtout le même Gainsbourg, avec Jane Birkin, fait « Je t'aime moi non plus ». Et tous les campings de France, pendant l'été 69, dansent le slow sur les ahannements de Jane Birkin. Essayez de mesurer ce que ça représente comme évolution anthropologique en 3 ans. Donc, nostalgie ou pas, je ne sais pas, mais pour revenir à votre question, effectivement, la culture de masse de l'époque nous parle. Pour revenir quand même une seconde à la nostalgie, sans abuser de la parole, c'est compliqué la notion de nostalgie, parce que dans le fond, un organisme humain, vous, moi, les gens dans l'Assemblée, ont un droit à la nostalgie. C'est un droit, j'allais dire, de l'être humain que de se projeter en arrière et de voir à certains moments de sa vie des moments qui sont des moments agréables. Ce qui est dangereux pour un être humain, c'est la mélancolie, car là, nous tombons, si vous voulez, dans le domaine médical. Pour une société, c'est la même chose. Quelle est une part de nostalgie? Ça me paraît même, si vous voulez, de bonne santé. Quelle est de la mélancolie? On va peut-être en reparler dans un instant, c'est-à-dire qu'elle souffre d'un certain nombre de troubles dans son rapport avec le passé, avec le présent, avec le futur. Ça, c'est une réelle question. Alors, ce qui est fascinant dans vos deux livres, ce n'est pas seulement les grandes choses, les événements visibles, les tournants historiques. C'est aussi les petites choses.
les détails. Et par exemple, j'ai relevé en 1966 ces petits signes. Donc 1966, c'est l'arrivée de la pomme golden, c'est la mini-jupe dont vous parlez aussi, c'est les porte-clés réclames, c'est l'époque du Kleenex, du briquet jetable, qui va précipiter d'ailleurs la chute du briquet Dupont. C'est la première pierre de la tour Montparnasse. Je vous ai entendu dire à un moment donné que vous regrettiez de ne pas avoir intégré l'invention du collant, qui est aussi de 1966. Et vous dites très joliment, il n'y a pas de petit fait dans l'humanité, ni petite feuille dans la végétation. Alors, est-ce que tous ces petits faits, c'est ce qui constitue un peu la couleur de l'année 1966 et qui donne le roman de l'année? Oui, j'insiste sur un certain nombre de petits éléments que vous avez mentionnés, parce que j'ai tendance à ne pas séparer haute culture et culture de masse. C'est un peu une différence avec Jean-François Sirinelli. Nous sommes allés voir les films de Godard et La Grande Vadrouille. Et je reste un homme du XVIe siècle, de Rabelais. Quand on lit Rabelais, c'est à la fois des débats théologiques, philosophiques, anthropologiques, et puis en même temps, c'est grossier et on rit. Et dans ce livre, beaucoup ont vu La Grande Vadrouille sans voir Godard. Comment? Beaucoup de gens ont vu La Grande Vadrouille sans voir Godard. Sans voir Godard. Mais on peut voir les deux, on peut participer des deux cultures. On a montré, enfin, ces films de Godard n'ont pas été des films marginaux. Ils ont été vus largement. Puis il y en a d'autres entre Godard et La Grande Vadrouille. Il y a Un homme et une femme qui est Palme d'Or à Cannes et que beaucoup de gens ont vu. Au hasard Balthazar. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Donc, j'ai tendance à ne pas séparer, à penser que la couleur d'une année, oui, vous dites, elle est dans les petits faits, c'est Victor Hugo. Il n'y a pas de petits faits. Et pour moi, oui, en effet, dans ce milieu des années 60, il y a cette bascule dans la culture du jetable. Et vous avez mentionné le Kleenex, le briquet, le briquet jetable. Sartre lui-même parle du criquet. Et tout le monde parle du criquet. Jusqu'au milieu des années 60, on fumait beaucoup à cette époque. On allumait ses cigarettes avec des allumettes ou des briquets qui étaient un objet de luxe. Et vous avez dit, c'est la société Dupont qui fabriquait des briquets de luxe et qui a pensé à fabriquer des briquets jetables. Il y avait juste le réservoir et la pierre. Et vous l'avez rappelé, ça les a mis en faillite parce que ça a donné une guerre du briquet. Et le baron Bic a fait la même chose qu'avec les stylos à billes 10 ans plus tôt, une guerre des prix. Et Dupont a été racheté par Gillette, après avoir fait cette grande invention de briquet jetable. Vous évoqué le collant, j'ai oublié de parler du collant. Tout le monde dit 66, c'est l'année de la mini-jupe et des cheveux longs, mais il y avait quelque chose qui était inséparable de la mini-jupe, qui était le collant pour les femmes. Et en effet, on est donc dans la rue où j'habitais, dans les années 50, jusqu'à cette date, à Paris, il y avait encore une remmailleuse. On remmaillait les bas. C'est fini en 66, le remmaillage de bas, toutes ces petites échoppes qu'il y avait à Paris. Le Paris jusque-là, nous avons connu un Paris qui était encore celui des petits métiers. Tous ces petits métiers qui ont été balayés par cette culture du jetable à partir de ce milieu des années 60. Alors, est-ce que c'était mieux? On en est revenu de la culture du jetable. Je ne sais pas si nous allons renoncer
au Kleenex pour revenir au mouchoir de Cholet, j'en doute un peu. Je ne sais pas si les femmes vont renoncer aux serviettes hygiéniques jetables pour retourner d'autres objets. Il y avait quand même beaucoup d'avantages du jetable auquel nous ne sommes pas prêts à renoncer. Mais n'oublions pas que nous avons revu tout cela. Mais quand en 66, il y avait une poubelle. Aujourd'hui, il y a toute une série de poubelles qu'il faut trier. Parmi les choses jetables, c'est une chose aussi dont vous parlez, il y avait autre chose. Il y avait aussi le livre de poche. Et dont on pensait que c'était effectivement un livre qu'on lisait et qu'on jetait. Jetable. Et qui, en fait, s'est révélé non jetable. C'est-à-dire que les gens conservaient le livre de poche. Alors, je consacre un chapitre, au livre de poche parce qu'il y a eu une guerre du livre de poche en 1965 qui est une guerre très intéressante. Bon, elle correspond à ce moment où il y a de plus en plus de jeunes lecteurs, étudiants, bacheliers, qui achètent et lisent des livres de poche. Et tous les universitaires, les intellectuels comme nous, condamnent le livre de poche en disant si les jeunes lisent la littérature dans des livres de poche, ils ne respecteront pas la littérature. La littérature ne sera plus sacrée si on la lit en poche. Et on appelle ces jeunes gens des empochés. Les empochés n'auront pas de respect pour la culture. C'est très intéressant et ça nous dit que justement qu'il faut faire très attention, être très vigilant, parce que tous les intellectuels, presque tous, ont condamné le livre de poche, je dis, sauf Sartre. Sartre disait qu'il était très content de voir huis clos en livre de poche. Il disait que c'était pas aussi bien que les bibliothèques dans les usines soviétiques, mais enfin, tout de même, c'était pas mal. Mais il y a toute une querelle. Est-ce que le livre de poche fait lire plus de gens? C'est toujours cette idée. Est-ce que les maisons de la culture, c'est la grande époque des maisons de la culture, 65, c'est le sommet des maisons de la culture. Est-ce que cela donne accès à la culture à ceux qui ne l'ont pas par héritage, les héritiers de Pierre Bourdieu? Le livre de poche. Est-ce que le livre de poche, ça permet aux jeunes héritiers de lire des livres moins chers, ou est-ce que ça élargit le cercle des lecteurs? Moi, je ne condamne pas le livre de poche. J'appartiens à la génération du livre de poche. Je n'aurais rien lu. S'il n'y avait pas eu le livre de poche, je n'aurais pas lu Proust. S'il n'y avait pas eu le livre de poche. Donc, je crois que cette génération des années 60 a beaucoup bénéficié d'une démocratisation de la culture par le livre de poche. Donc, ne la condamnons pas et faisons attention à ne pas condamner d'autres médias qui sont apparus depuis et qui peuvent aussi contribuer à une plus grande diffusion de la culture. Bon, alors donc on le voit, il y a eu entre vos deux livres, il y a des convergences très fortes, mais aussi non pas des divergences, mais plutôt des différences, parce que vous n'écrivez pas à partir des mêmes points de vue. Là, tout à l'heure, Antoine Compagnon a parlé de la question de la culture de masse. Qu'est-ce que vous diriez vous-même par rapport, puisque vous avez beaucoup plus travaillé à partir, au fond, vous avez fait un livre qui porte davantage sur les traces, les rémanences portées par le son et l'image. Hein. C'est une chose importante, donc la musique, la chanson, la photographie, la radio, le cinéma, la télé, mais beaucoup moins sur le livre, par exemple. Sur une question comme le livre de poche, par exemple, est-ce que c'est une question qui aurait pu tomber dans votre regard sur la culture contemporaine? Oui, effectivement. D'abord, il n'y a pas de malentendu. Je ne sépare pas les deux régies. Je dis simplement qu'on n'y voit pas les mêmes choses. Et donc, moi, il se trouve que dans le livre que vous évoquez, le sous-titre, vous l'avez dit, c'est écho. Et de fait, je m'intéresse à ce que l'image
et le son répercutent dans notre société. Non seulement sur le moment, mais ensuite transmettent. C'est aussi la filiation et la transmission. Mais répercute à un plus grand nombre de personnes. Alors, justement, venons-y, parce que ce qu'on perçoit... Alors, d'abord, le livre de poche, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Antoine Compagnon. Alors, le livre de poche, je rappelle, la collection elle-même, c'est 1953. Hein, premier titre, Pierre Benoît, l'Atlantide, 1953. Bon. Comme le disait Antoine Compagnon, dans les années 60, toutes les maisons d'édition vont multiplier en quelque sorte, enfin pas toutes, les maisons d'édition vont multiplier les éditions de poche, et notamment dans le domaine des sciences sociales et humaines. C'est-à-dire que les textes des philosophes que l'on trouve dans le livre d'Antoine Compagnon, on les a directement ou très vite après dans le livre de poche. Or, c'est le moment du baby-boom qu'Antoine Compagnon évoquait. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'a représenté le baby-boom. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans les années 60, il y a une immense montée de sève. Dans cette France d'à peu près 45 millions d'habitants, 50 en 68, 45 au début des années 60, hein, il y a 8 millions de jeunes gens qui montent, si j'ose dire, et ces jeunes gens, ils vont être plus diplômés qu'avant. Alors, Antoine Compagnon a eu raison de dire, on s'imagine, à cause de mai 68, que tous ces jeunes gens sont bacheliers. Pas du tout. En 1960, c'est pas encore le baby-boom, c'est les gens nés, on va dire, en 42, c'est le début d'ailleurs du baby-boom, il y a 10% de bacheliers dans une classe d'âge. 10%. Et même en 69, donc après 68, 20% d'une classe d'âge. C'est pour ça que le taux moyen qu'on donne, c'est à peu près 15% au milieu de la décennie. Sauf que ça double dans une classe d'âge qui est une classe d'âge exponentielle. Et donc, de fait, le nombre des étudiants est multiplié par 4 entre 1960, 150 000 étudiants, 150 000 étudiants. Je le rappelle aujourd'hui, 2 millions. Hein. Et 1968, 570 000, on nous dit tout le monde est étudiant, pas du tout. 570 000. Et donc, je reviens à votre question sur le livre de poche. De fait, c'est extraordinaire, cette rencontre entre des jeunes plus nombreux, plus, entre guillemets, cultivés, et ces livres de poche. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi, je voudrais revenir une seconde à votre question, c'est-à-dire la culture de masse. Dans la culture de masse, on voit pas mal de choses, et notamment, c'est bien beau de dire, bon, les cheveux longs d'Antoine. Mais les cheveux longs d'Antoine, sur le moment, ça ne plaît pas du tout. Et, pardonnez-moi de le dire, pendant l'été 66, il y a un concert d'Antoine qui est resté célèbre en Corse du Nord, mais en Corse, donc, où le concert s'arrête, puisque un certain nombre de spectateurs descendus des villages, hein, c'est comme ça que la presse le présentera, le traite d'homosexuel, pour être clair, parce qu'il a les cheveux longs. Et les problèmes, ce qu'on a vu, sont tabassés. Donc, si vous voulez, à l'époque, ça ne plaît pas. Et ça ne plaît pas d'ailleurs à l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, qui va la même année, au début de l'année 67, faire une chanson qui s'appelle « Cheveux longs, idées courtes ». Donc, vous voyez, à travers, on voit très bien que cette société, elle n'évolue pas de même. La mini-jupe, il y a des photos extraordinaires où on voit les gens d'un certain âge regarder quelquefois d'un œil intéressé, pour des raisons faciles à imaginer, mais aussi d'un œil réprobateur. Et donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé de voir. Je voudrais dire une dernière chose sur les collants. Les collants, rappelez-vous, pour les plus âgés dans cette salle, Dim, Antoine Compagnon le disait, mais c'est la couleur aussi. Ce qui frappe à l'époque, c'est la couleur. Nous sommes dans un monde qui entre dans la couleur. Certes, la couleur a toujours été présente, les cathédrales étaient en couleur, mais en même temps, dans la vie quotidienne, c'était plutôt le gris, les photos, même les médailles et les photos des soldats morts à la guerre, tout ce qui entourait la vie quotidienne, tout ça était en gris, en noir et blanc. Les linos dans les maisons, aussi bien en ville qu'à la campagne, étaient gris. Et d'un seul coup, il y a les couleurs. Là, à nouveau, la culture de masse. On regarde les
couvertures, les pochettes, comme on dit à l'époque, de disques, d'un seul coup, au milieu des années 60, elles deviennent en couleur. Donc tout ça pour dire, je ne sais pas quelle est votre question. La télé en couleur, elle est de... Alors, la télévision, là aussi, c'est ça. Et là aussi, Antoine Compagnon a raison de dire, au début, la télévision est honnie par les intellectuels. Mais honnie, il y a des articles virulents contre les intellectuels, puisque c'est une forme d'aliénation. En même temps, cette télévision, elle devient le vecteur principal. 1 million en 58, c'est-à-dire rien du tout. Il y a en 58 42, 43 millions de Français, 13 millions de foyers, donc 1 million sur 13 millions de foyers, on voit la télévision, mais on la voit au café si on y va. Dès la fin des années 60, 10 millions. Et entre-temps, Antoine Compagnon l'a dit, on passe par la moitié des Français et bientôt les 3/4. C'est une révolution. Il faut comprendre, ça nous paraît évident. On appuie, j'ai mon portable là, j'aurai de l'image, tout de suite je pourrai la regarder pendant qu'Antoine Compagnon parle. Ça n'est pas mon intention, je le rassure. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'est une révolution, le portage du son et de l'image à domicile. Ça nous paraît évident. Le portage et le partage. Jusque-là, ça n'existait pas. Ça a commencé à exister dans l'entre-deux-guerres avec la radio. Mais jusque-là, il y avait le rythme de la cloche, il y avait les veillées, qui n'étaient pas aussi gaies qu'on l'a dit. Tous les anthropologues, quand ils sont sérieux, parlent aussi de l'immense tristesse et du côté un peu lugubre de certaines veillées. Et donc, d'un seul coup, on passe à autre chose. Et même au fin fond de nos villages corses, ça n'est plus la veillée, c'est la télévision. Voilà, pardon, j'ai été trop long et je m'emporte. Vous, Antoine Compagnon, vous vouliez... Oui, la télévision, n'oublions pas qu'il y avait une chaîne et puis 2 chaînes seulement, oui. Et que cette télévision était tout de même très culturelle. Il y avait une dimension dans l'ORTF de haute culture très soutenue. Et bon, je me sers pas mal d'émissions telles que Lecture pour tous, où tous les intellectuels et romanciers importants sont passés. Et ils étaient interrogés pendant une demi-heure, à des heures qui étaient de grande écoute. J'évoque longuement une émission que j'aime beaucoup, c'est l'émission sur Proust, dans le Portrait souvenir de 1962. 1h30 sur Proust. Les gens sont obligés, n'ont pas le choix, sous le gaullisme, de voir 1h30 sur Proust. C'était ça la télévision de l'ORTF. Alors il y avait l'information qui était de la propagande, mais il y avait une volonté par la télévision de culture inimaginable aujourd'hui. Et il y avait les dramatiques qui étaient concédés à un certain nombre de grands metteurs en scène de gauche, puisque il y avait une sorte de partage du terrain, comme l'Italie l'a connu très longtemps, où l'information était très très contrôlée par le ministre de l'information, mais les dramatiques c'était un héritage au fond depuis la libération. La culture était encore partagée telle qu'elle avait été à la libération au milieu des années 1960. Et je me souviens d'une conversation avec Jack Rallit, grand-mère d'Aubervilliers, grand-mère communiste, qui me racontait justement, on parlait de télévision dans les années 60. De 65, c'était une grande préoccupation du Parti communiste, la culture, et qui disait qu'il organisait des soirées télévision parce que, évidemment, ces habitants d'Aubervilliers n'avaient pas tous, ils n'étaient pas dans les 50% qui avaient la télévision en 65. Et en 65-66, ils faisaient des soirées télévision en empruntant des télévisions aux concessionnaires d'Aubervilliers qui faisaient ainsi de la publicité pour la télévision. Et c'était comme ça qu'ils faisaient pour notamment la campagne présidentielle ou pour montrer les dramatiques faits par Bluval ou d'autres, des grands metteurs en scène qui étaient de cette sensibilité.
Donc, la télévision, même, c'était un enjeu capital de culture et on a oublié que l'ORTF avait ses bons côtés, hein, qui étaient une forte ambition. Alors, je vous entends parler de ces années-là et de 1966, et je me dis en même temps, 1966, au fond, c'est une année qui a un avantage, c'est que c'est à la fois loin, surtout pour des jeunes gens, mais en même temps c'est près. C'est-à-dire que c'est une année qui est encore accessible par la mémoire. Elle n'est pas encore complètement tombée dans l'histoire. Si vous aviez pris par exemple une autre année possible, je sais pas, 1913 puisque vous l'évoquez, ou je sais pas 1936, cela n'aurait été qu'un livre d'historien. Euh, alors qu'en mai 1966, c'est une année qui touche encore à la vie de beaucoup de gens, même plus jeunes, parce que au fond, Foucault, Barthes, Godard, Gainsbourg, Duras, Louis de Funès, ils font encore partie de notre paysage. Donc, en l'écrivant, vous n'étiez pas tout à fait dans une position d'historien, même si vous l'êtes aussi. C'est-à-dire que votre objet vous touche. Et il est peut-être même votre sujet, c'est-à-dire que vous écrivez sur ce qui vous constitue. Et cette position, c'est déjà une autre position que celle de l'historien pur qui met son objet à distance. Et je me demandais si au fond c'est un livre qui me paraît d'un genre un peu inclassable, parce que il y a cette phrase que vous dites à la première page, ce serait comme vivre un roman, écrire sur l'année 1966, comme vivre un roman. Alors est-ce que pour vous ça a été ça, je veux dire vivre un roman? Oui, je crois qu'on peut l'admettre, mais je pense que tous les livres que j'ai publiés sont d'une certaine manière inclassables, et les libraires me le disent. Ils savent pas dans quel rayon ils doivent mettre ce livre. Doivent-ils le mettre en histoire? Doivent-ils le mettre en critique littéraire, puisque je suis associé à la critique littéraire? Mais c'est pas la première fois. J'avais publié il y a quelques années un livre sur les chiffonniers de Paris. Ben, les libraires étaient embêtés. Bon, j'ai pas particulièrement envie d'embêter les libraires, mais je pense qu'il est bon d'écrire des livres qui répondent à une certaine nécessité. Et ce livre-là, oui, il répondait sans doute à une nécessité biographique. Bon, je le dis dans les dernières pages. Oui. J'avais passé les années de mon enfance jusque-là, enfin un certain nombre d'années aux États-Unis, donc je suis revenu en France à ce moment-là. Donc c'est un peu un livre de découverte de la France. Et vous avez évoqué le livre qui s'appelle La classe de Rétaux, oui, qui se passe en 1965-1966. Et le point de départ de ce livre-ci, c'était de la documentation pour écrire La classe de Rétaux. Voilà. Donc je me demandais, moi, j'avais le souvenir de cette année en débarquant en France, d'une année qui était mirifique, d'un pays où il se passait plein de choses, avec de l'audace, de la dynamique, de l'enthousiasme. Et je me demandais si c'était une illusion de jeunesse, une totale erreur, ou si, à travers l'enquête historique, je pouvais valider, ou peut-être invalider, ce souvenir. Il me semble que j'ai plutôt réussi à le valider qu'à l'invalider, et à trouver un certain nombre, comme je disais, de fils historiques, de trajectoires pour lesquelles ce moment des années 60 est un moment d'inflexion assez capital dans la France contemporaine, avec beaucoup de contradictions.
Nous avons soulevé un certain nombre de ces contradictions d'un ordre moral qui était parfois encore pesant, mais en même temps d'un ordre moral qui n'était plus vraiment respecté. C'est simplement, je le dis d'ailleurs, en écrivant ce livre, que à l'âge de 15 ans, j'allais voir tous ces films qui étaient interdits aux moins de 18 ans. Personne ne me l'interdisait, et lorsque j'avais une sœur. Pierrot le Fou, qui était interdit d'ailleurs. Comment? Pierrot le Fou, qui était interdit aux moins de 18 ans. Était interdit aux moins de 18 ans. Oui. Oui, Ah oui. absolument, absolument. Et je suis allé le voir avec ma sœur aînée qui a 2 ans. J'avais la chance, j'ai eu toute ma vie la chance d'avoir une sœur aînée qui avait 2 ans de plus que moi, ce qui donne beaucoup d'avance dans la vie, d'avoir un frère ou une sœur aînée, parce que on lit tous les livres et on voit tous les films 2 ans avant l'âge où on les aurait atteints de son côté. Et donc, je suis allé avec elle voir Pierrot le Fou. On allait voir tous ces films sans se rendre compte que c'était interdit. Et on n'allait pas vous contrôler à l'entrée. Et ça montre bien ces contradictions de ce régime. J'évoque l'interdiction de la religieuse de Jacques Rivette au printemps 1966, qui est interdite par le ministre de l'Intérieur par risque de trouble à l'ordre public, mais Malraux autorise la projection de la religieuse au Festival de Cannes. Et tous les journalistes rendent compte de la religieuse au Festival de Cannes en disant il y avait vraiment pas de raison de faire tant d'histoires. On se demande pourquoi ça a été interdit. Et lorsque la religieuse de Rivette est interdite au printemps 1966, la pétition pour protester contre l'interdiction de la religieuse est signée par Gaëtan Picon, qui est le directeur des arts et lettres au ministère de la Culture de Malraux. Imaginez aujourd'hui un directeur de ministère qui signe contre une décision du gouvernement et à qui on ne demande pas. Vous voyez, comme tout ça était compliqué. Toute période est compliquée. Mais là, nous avons affaire à un moment compliqué de ce régime. Alors évidemment, après coup, on peut comprendre que le gouvernement, qui était le gouvernement de Georges Pompidou de cette année 66, est mal pris la mesure de ce qui était en train de se produire dans le pays. Il savait qu'il y avait un problème de la jeunesse. Ça, c'était clair. C'était clair parce que, il y avait cette explosion des boomers qui arrivaient à l'âge de 20 ans, parce que à l'élection présidentielle de décembre 65, la majorité des jeunes 21-35 ans a voté pour François Mitterrand au second tour. Donc, le régime du gaulliste savait qu'il aurait des échéances difficiles. Et l'échéance des élections législatives de 67 a été très gagnée, ric-rac, en un député près. Donc, il savait qu'il y avait un problème de la jeunesse. Même François Mauriac écrivait dans le Figaro, dans le bloc-notes, que le général de Gaulle avait échoué avec la jeunesse. Et donc, c'est aussi ça qui annonce les problèmes qui viendront dans les années suivantes. Et à ce moment-là, ils n'ont pas su. Le régime n'a pas su retrouver la jeunesse. Et puis, n'oublions pas, c'est un moment j'évoquais Jacques Ralict tout à l'heure, c'est un moment de tournant raté du Parti communiste français aussi, 66. Waldeck-Rochet, premier secrétaire, le Parti communiste français s'adaptera-t-il? Fera-t-il son aggiornamento? Le Vatican vient de faire Vatican II. Est-ce que le Parti communiste saura se réformer à l'italienne ou non? Il échouera. Et là aussi, ce sont des conséquences, d'une certaine manière, que nous vivons encore en France, ce type d'absence de réforme du Parti communiste. Oui, voilà, donc ça reste, même si c'est au départ, je dirais, une histoire assez
personnel qui m'a... Oui. Mais je pense que il est indispensable que tous les livres aient une sorte d'investissement de nécessité Personnel. essentielle. Oui. Et vous alors, Jean-François Sirinelli, vous qui êtes en apparence un historien plus classique, est-ce que vous avez eu le sentiment en écrivant cette histoire de toutes ces années qui au fond ont été aussi vos années, est-ce que vous avez eu le sentiment de faire un roman de votre vie? C'est une question un peu, là, à nouveau compliquée. Vous avez l'art, mais dans le bon sens du terme, de poser des questions qui taraudent et auxquelles il est difficile de répondre parce que on a toujours le souci de la nuance, si vous voulez, et de ne pas être péremptoire dans sa réponse. Mais disons que dans ma carrière d'historien a eu lieu pour moi comme pour d'autres une révolution, c'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 70, on a considéré qu'on pouvait faire l'histoire du temps présent. Je m'explique et je l'explique à nos amis. Jusque-là, les historiens n'avaient pas le droit, si vous voulez, de travailler dans un domaine ou sur une surface chronologique qu'ils avaient eux-mêmes connue. Pour une raison très simple en apparence, c'est qu'il fallait naturellement tenir l'histoire à distance. Il ne fallait pas qu'il y ait de fibre entre l'historien et la période qu'il traitait. Et à la fin des années 70, en tout cas en France, il y a eu l'apparition, et j'ai fait partie de cette vague en quelque sorte, à l'époque j'étais jeune historien, de défense du principe de l'histoire du temps présent, et même le CNRS a créé en 79 un institut qui s'appelait l'Institut d'histoire du temps présent. Donc, à partir de là, et je réponds à votre question, monsieur, l'historien s'est trouvé, d'ailleurs, le spécialiste de littérature aussi, un peu comme le paysan hollandais qui gagne de la terre sur la mer, si vous voulez, en construisant son polder. De même, l'historien se retrouve en quelque sorte comme le paysan hollandais gagnant sur les décennies qui passent. Et c'est un risque, et je reviens, monsieur, à votre question, que j'accepte. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait, et notamment dans ma carrière, j'ai consacré 2 livres aux baby boomers, c'est-à-dire à ma génération. Et c'est vrai que ça m'a posé des problèmes d'abord d'ordre méthodologique. Comme le disait Antoine Compagnon, c'est assez compliqué. En même temps, on a des sources, mais on a une profusion de sources, mais aussi des problèmes presque déontologiques. Est-ce qu'on a le droit de travailler, non pas sur soi, mais sur sa génération? Alors, ça demande quand même un certain nombre d'impératifs et une sorte de pacte avec la société, parce que dans le fond, nous, on est payé au sens propre. Moi, j'ai été fonctionnaire toute ma vie, professeur d'université, et donc notre tâche, c'est de créer du savoir historique et de le transmettre. Et donc, est-ce que le savoir que je crée, moi et mes collègues, n'est pas un savoir altéré si on parle non pas de soi-même, mais de son histoire, de celle de sa génération? Et c'est là que surviennent, si vous voulez, les trucs, pas les trucs au sens mauvais du terme, mais les pratiques du métier, car dans le fond, un historien, c'est un artisan. Hein. L'objectivité absolue n'existe pas. On ne peut pas se défaire, si vous voulez, totalement de ses inclinations intellectuelles, de ses penchants idéologiques. Simplement, ce que la société est en droit d'attendre de nous, c'est de se connaître, c'est-à-dire de savoir ce que sont et ses inclinations et ses penchants, et de les maîtriser. Et donc, et je finis, ce que on est en droit d'attendre de nous, et de vous également, et comme vous le faites là, c'est de la subjectivité bridée, maîtrisée. C'est ça le métier d'universitaire. Le savoir, il est un savoir contrôlé par les règles d'administration de la preuve, et aussi par l'empire sur soi-même. C'est un pacte entre soi-même et la société. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. On peut ajouter, donc j'avais fait un cours au Collège de France sur cette année 1966, je crois que c'était en 2011, à l'époque où je préparais ce récit, la classe de Rétaux. J'ai fait tout ce cours pendant 1 an, sans jamais dire à mes auditeurs
que j'étais en train d'écrire un récit qui se passait cette année-là. J'ai fait un cours d'histoire du temps présent. Et dans les livres, c'est seulement à la toute dernière page que j'ai ajouté une petite section que j'ai appelée « Égo-histoire », en reprenant le terme introduit par Pierre Nora, justement, qui avait demandé à un certain nombre d'historiens d'écrire leur propre histoire à la manière des historiens qu'ils étaient. Donc de mettre un peu de distance de cette objectivité impossible à atteindre dans le récit de leur propre vie. Donc, je crois qu'on peut en effet tenter de séparer les choses. Ce que disait François Sirinelli me rappelle toujours le jour de la mort de Malraux en 1976, un de mes amis qui a couru à la Sorbonne pour déposer le premier sujet de thèse sur André Malraux. En 1976, on ne faisait pas encore une thèse sur un écrivain vivant. Évidemment, maintenant, vous ne comptez plus le nombre de thèses sur Le Clésio, qui vit toujours, ou sur Modiano, ou sur Annie Ernaux. Tout ça, ce barrage est tombé, je dirais, encore plus radicalement qu'en historien, puisque c'était vraiment l'idée impossible de travailler sur des écrivains vivants, et il fallait même attendre. Je raconte le cas de Proust dans ce livre. On ne pouvait pas vraiment parler d'un écrivain avant que tous les témoins soient morts. Comme Proust est mort très jeune, ça voulait dire qu'il n'y a pas de travaux universitaires sur Proust avant les années 1970. Vous voyez? Et tout ça a été balayé, notamment par ce moment des années 60 que nous sommes en train de décrire, qui a profondément changé notre rapport à l'histoire et à la mémoire. Alors nous arrivons vers la fin de cette rencontre. J'ai une dernière question, une question un peu compliquée encore. Alors je me demandais combien de temps faut-il pour voir ce qui se passe au présent. Si vous deviez par exemple écrire un chapitre sur, puisque vous écrivez aussi des chapitres par année, si vous deviez écrire un chapitre sur 2026, disons 2025-2026, qu'est-ce que vous mettriez en avant comme changement profond? Non, vous avez raison. Derrière votre question, il y en a une autre. C'est vrai que à partir du moment où on revendique la possibilité de travailler sur de l'histoire proche, pour ne pas dire l'histoire directement contemporaine, comment dégager l'essentiel de l'accessoire? Comment, même si on l'a dit, les petits faits ont leur importance, mais quand même il y a des faits plus importants que d'autres. Comment les voir? C'est une question. Alors, il se trouve que ça tombe bien. La semaine dernière, j'ai mis le dernier mot à mon dernier livre, pour l'instant, je l'espère, c'est-à-dire un livre qui est sur la vie politique jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il me fallait conclure sur 1926. Et j'ai intitulé, alors c'est un livre sur la vie politique française depuis 1945. J'essaie de réfléchir un petit peu sur toute cette période et de mettre, puisque maintenant on dit retour à la 4e point d'interrogation, j'ai essayé de mettre tout ça un peu au clair et j'ai intitulé ma conclusion « L'étrange langueur ». Pourquoi l'étrange langueur? Alors naturellement, c'est une paraphrase de, vous savez que la semaine prochaine, Marc Bloch, l'historien Marc Bloch, les restes de l'historien Marc Bloch seront au Panthéon. Hein, et vous savez que, outre donc le martyr de Marc Bloch, fusillé par les Allemands en juin 1944 et auparavant ostracisé en tant qu'israélite au début du régime de Vichy de ses fonctions de professeur à la Sorbonne, vous savez donc que Marc Bloch a écrit un livre dont il ne verra jamais la publication puisqu'il sera publié après la guerre, un livre qu'il écrit tout de suite après la défaite et la défaite de 1940 et qui s'appelle « L'étrange défaite », où il s'interroge, et c'est un livre vraiment, maintenant qui est revenu à la mode dans le bon sens du terme, mais que
nous tous, on lisait et qu'on méditait. Alors, je reviens à mon propos. Naturellement, loin de moi l'idée de comparer avec L'étrange défaite et avec Marc Locke, mais il y a ce qui me frappe en tant qu'historien, si vous voulez, et si j'avais à dégager un point essentiel, c'est actuellement la langueur qui s'est emparée de l'État-nation France. Mon propos n'est pas politique ici, chacun peut l'interpréter en fonction précisément de sa sensibilité, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a vraiment actuellement une communauté nationale qui est dans un état de langueur, c'est-à-dire qui n'a plus ce qu'on a décrit là, les années 60, enfin qui était quand même une marche en avant. Alors après, faut-il avoir nostalgie ou pas? On revient pas au début de l'émission, vous voyez, mais c'est tellement, vous l'avez animé. Mais nostalgie ou pas, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette marche en avant. Et non seulement il n'y a plus cette marche en avant, mais je m'interroge dans la dizaine de pages de conclusion sur pourquoi n'y a-t-il pas de réaction alors que nous sommes à une époque où tous les indicateurs nous permettraient de voir. Vous savez, Régis Debray a dit dans le fond, un pays, ce sont des frontières, mais c'est un peuple, des contours et des compteurs, c'est-à-dire des contours, c'est des frontières, et des compteurs au sens de raconter, c'est l'histoire qui se transmet. Moi, j'ajouterais des contours, des compteurs et des compteurs avec un P, c'est-à-dire l'état de nos comptes, pas simplement la comptabilité publique, mais tous nos comptes actuellement sont au rouge, tous nos compteurs sont au rouge, et je m'interroge sur la langueur face à ces compteurs au rouge. Voilà, pardon, mon propos n'était pas politisé là, mais c'est vrai que quand l'historien débouche sur le présent, il essaye de réfléchir comme ça, dans le long terme. Très bien. Et vous, Antoine Compagnon, qu'est-ce que vous placeriez aujourd'hui si vous aviez un chapitre sur 2026? Comme j'ai parlé du livre de poche, assez sérieusement, et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que si j'avais un chapitre à écrire sur l'année 2026, je me demanderais si on est à un tournant dans cette civilisation du livre dans laquelle nous sommes, en étant, comme je disais tout à l'heure, prudent, mais tout de même, bon, nous savons que nous sommes dans une crise de la lecture. Et on peut se demander ce que cela signifie. Bon, nous savons qu'il y a une crise de la librairie au sens général, de tout le circuit du livre imprimé. Nous savons que les jeunes gens lisent moins. Bon, il y a un certain nombre d'indicateurs qui donnent du souci. La vitesse de lecture des jeunes de 20 ans a baissé. On apprend à lire au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire, c'est seulement à l'âge de 20 ans que l'on atteint la vitesse de croisière de la lecture. Et puis ensuite, elle reste stable jusqu'à 65 ans, puis ensuite, ça baisse. Mais on doit retenir l'idée que nous apprenons à lire jusqu'à l'âge de 20 ans. Et que les jeunes de 20 ans qui n'ont pas eu la même pratique de la lecture au cours de ces 20 années lisent moins de mots à la minute lorsqu'ils arrivent à l'âge de 20 ans. Ce qui veut dire que pour eux, lire est au fond un moindre plaisir, puisque c'est plus coûteux, c'est plus difficile. Lire une phrase de Proust est c'est une épreuve, ça peut devenir une épreuve, alors que pour notre génération, je crois que ce n'était pas une épreuve, enfin pour la plupart d'entre nous. Peut-être que j'exagère. Mais enfin, je veux dire que je pense que c'est de ça dont je parlerai. On est en train de vivre avec l'intelligence artificielle des mises en cause de l'enseignement. Nous avons été professeurs. Enfin, maintenant, nous sommes tous les deux, comme on dit, honoraires ou émérites. Mais
Tout ce que nous savons, c'est qu'on ne peut plus faire de contrôle, de connaissance. On ne peut plus. Quand j'enseignais à Columbia à l'automne, on ne peut plus donner des devoirs à faire à la maison, puisqu'ils sont faits par l'intelligence artificielle. Mais on ne peut plus donner des devoirs sur table, parce que les étudiants ne savent plus écrire pendant 1 heure à la main. Voilà encore une chose, une compétence qui est perdue. Nous savions faire des dissertations de 4 heures. Écrire à la main pendant 4 heures. Mais ce sont des compétences perdues. On se demande toujours, quand des compétences sont perdues, si c'est une économie pour les neurones et des compétences ailleurs sont acquises qui sont supérieures. Mais vous voyez, c'est ça. Comme je parlais du livre de poche en 1966 et de la révolution qu'a provoqué pour cette génération qui accédait aux études la lecture, sommes-nous à une transformation de la civilisation de la lecture qui, pour moi, date de Montaigne. Nous sommes tous des disciples de Montaigne. Montaigne est le modèle de l'homme, de la femme moderne en tant que lecteur. Nous avons été formés par ce que nous avons lu, quels que soient les livres que nous avons lus. Mais voilà, Je note tout de même qu'il y a un ray de lumière dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que il y a toutes les compétences qu'on perd, qu'on est en train de perdre, mais vous avez dit qu'il y a peut-être d'autres compétences qui se mettent en place et que on ne sait pas encore très bien sur quoi ça ouvrira. On ne sait pas très bien lorsqu'on cesse de faire travailler notre cerveau sur une activité précise, est-ce qu'il y a d'autres activités supérieures? Bon, je suis encore d'une génération qui a beaucoup utilisé la règle à calcul. Bon, la règle à calcul, c'est un objet qui a complètement disparu. Et ça n'a pas détruit le cerveau des jeunes scientifiques des générations suivantes. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Bon, dans le livre, je crois que c'est dans le livre sur le chiffonnier, je parle de l'invention de la plume de fer. Lorsque la plume de fer a été inventée en 1830 et qu'elle s'est répandue en France, tous les écrivains, comme ils ont été contre tous les intellectuels, on ne les appelait pas les intellectuels, comme ils seront contre les livres de poche, se sont élevés contre la plume de fer. La plume de fer, c'est la mort de la littérature. On ne pensera plus puisque on n'aura pas à tailler sa plume d'oie. Donc, la littérature, ça sera de la littérature industrielle, avec la plume de fer. Et puis on a dit la même chose avec le stylo à réservoir. On n'aura même plus à tremper sa plume dans l'encrier. Et puis la même chose avec la machine à écrire et le traitement de texte. Eh bien, la littérature vit toujours. La littérature a survécu à la plume de fer, à la machine à écrire, au traitement de texte. Bon, donc, ma position, qui est plutôt celle d'un optimiste, c'est de penser que la littérature survivra à l'intelligence artificielle. Mais tout le monde n'est pas d'accord. On m'a demandé il y a 3 jours de signer une pétition de boycott de l'intelligence artificielle. Et j'ai dit, je ne peux pas le signer puisque je l'utilise tous les jours. Et ça serait tout de même incohérent. Et vous voyez, on est dans des situations difficiles, mais je pense que c'est de la lecture que nous devons parler, c'est de la lecture que nous devons réfléchir.